Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup au professeur Launay et au FHU Precise pour l'invitation. C'est un plaisir de venir discuter de ces thèmes ce soir. Et effectivement, je vais parler un petit peu de nouvelles perspectives d'immunothérapie dans les maladies inflammatoires chroniques. Et effectivement, j'ai dû quand même faire un petit choix éditorial parce que l'actualité est très dense, mais on va parler des choses effectivement qui font couler le plus d'encre et d'alternatives possibles. Donc, j'espère que le programme de ce soir vous plaira. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, moi, je m'appelle Marc Chéringer, je suis chef de clinique à Strasbourg et je travaille à moitié dans le service de rhumatologie et à moitié au labo sur le thème du lupus et d'autres maladies inflammatoires auto-immunes systémiques et notamment sur les nouveaux traitements avec des recherches translationnelles et aussi cliniques. Je vais commencer. Hop. Hop, donc mes liens d'intérêt. Alors, qu'est-ce que le lupus systémique? Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un cours sur le lupus systémique, vous connaissez tous, mais je vais m'en servir d'exemple comme maladie auto-immune, qui est voilà, le prototype de maladie auto-immune, qui est classé dans les maladies rares. On est juste à la limite de la maladie rare. 30 000 patients en France, 90% de femmes, souvent des femmes jeunes en âge de procréer, et des atteintes qui peuvent toucher donc, tous les organes qui font la complexité de la maladie, tant pour le diagnostic. On sait qu'il y a souvent 1 an de délai médian de délai de diagnostic entre les premiers symptômes et le diagnostic, et aussi dans la prise en charge de cette maladie systémique qui pose un problème et qui a un vrai impact chez les patients avec, on le sait, une mortalité précoce qui d'ailleurs ne s'améliore pas forcément selon les pays, malgré les avancées thérapeutiques, et une altération majeure de la qualité de vie, de l'activité professionnelle, l'ensemble de la vie du patient qui est altéré. Donc, on a encore beaucoup de progrès à faire. Là. Donc, ce lupus, c'est une maladie extrêmement complexe dont la physiopathologie n'est pas totalement élucidée. Vous le savez, des facteurs génétiques, épigénétiques, environnementaux, hormonaux qui participent à cette maladie, avec ultimement une perte de tolérance entre nos cellules immunitaires et des composants du soi, des auto-antigènes, qui vont favoriser l'activation du système immunitaire, notamment avec un rôle du lymphocyte B, des auto-anticorps et des complexes humains qui se déposent dans les organes et qui vont provoquer les inflammations des différents organes et donc les symptômes de la maladie. Et donc, comme je l'ai dit, un rôle prépondérant de l'immunité adaptative, même si on sait aujourd'hui que dans le lupus et les autres maladies, que l'immunité innée est aussi très importante. C'est fort. Ouais. Donc, l'immunité innée est aussi très importante. Et actuellement, nos traitements aujourd'hui à notre disposition dans la pharmacopée reposent principalement sur les immunosuppresseurs qui sont pour la grande majorité non spécifiques d'un type cellulaire ou d'une voie moléculaire, et les corticoïdes qui eux aussi sont très efficaces, sont efficaces, mais non spécifiques et qui ont surtout de très nombreux effets indésirables qui posent problème aujourd'hui dans la prise en charge des patients. Alors aujourd'hui, à l'instar de la polyarthrite rhumatoïde, dans d'autres maladies auto-immunes, on s'est mis à copier un peu ce qui était fait par le treat to target, le traitement à la cible. On sait qu'on se donne un objectif de traitement et tant qu'on n'y est pas arrivé, on va augmenter la pression thérapeutique, l'immunosuppression, pour essayer de mettre le patient en rémission. Et idéalement, vous le voyez au centre de la cible, idéalement, ça serait une rémission sans corticoïdes, parce qu'on sait que effectivement, si on met le patient en rémission avec 10 mg de corponcil, même 7,5, on sait qu'à long terme, ça a des effets indésirables, même potentiellement 5 mg à long terme peuvent avoir des effets indésirables osseux, infectieux, et donc sur le patient. Et donc, cet objectif qui est le gold standard dans le lupus actuellement, la rémission sans corticoïdes, quand on regarde un petit peu dans la littérature, bien sûr, on voit que plus le patient passe de temps en faible activité, d'autant plus en rémission et d'autant plus en rémission sous corticoïdes, plus le pronostic est meilleur en termes de mortalité, mais également de lésions d'organes, voilà, d'infections sévères, d'ostéoporose fracturelle, etc., etc. Et quand on regarde des grosses cohortes, ici une cohorte asiatique australienne, on voit que sur 50%, si on regarde l'ensemble des patients, il n'y a que 25% qui sont en rémission au moins 50% du temps de suivi, que 14% qui sont en rémission sans corticoïdes sur l'ensemble du temps de suivi. Donc, on est
très loin aujourd'hui avec les traitements actuels d'être à la cible, en tout cas à notre objectif principal dans le lupus systémique. Et je sais bien que c'est similaire pour d'autres maladies inflammatoires chroniques. Donc, une vraie nécessité de nouveaux traitements. Alors, j'aimerais prendre un exemple de traitement utilisé dans les maladies auto-immunes et qui portait beaucoup d'espoir dans le lupus systémique, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie vraiment médiée par les auto-anticorps, avec chez tous les malades des anticorps antinucléaires. C'est le critère d'entrée pour parler de lupus systémique. Et donc, un des premiers traitements ciblant le lymphocyte B qui a été utilisé dans cette maladie, c'est le rituximab. Donc, vous connaissez un anticorps chimérique anti-CD20 qui va induire une déplétion des lymphocytes B circulants. Et donc, beaucoup d'espoir dans cette thérapeutique et 2 essais qui ont été menés. Ici, l'essai Explorer qui étudiait le lupus non rénal, et je ne l'ai pas montré ici, mais l'autre essai, l'essai Lunar, dans le lupus rénal, avec un échec de ces 2 essais cliniques randomisés, double aveugle, relativement avec une méthodologie rigoureuse, échec de ces 2 essais. Et même quand on s'est amusé il y a quelques années à réévaluer les résultats de cet essai, l'essai Explorer, à la lumière de nouveaux critères de jugement qui sont arrivés après l'essai Explorer, donc le SRI4, le lupus low disease activity, etc., et ben on voit qu'il n'y a pas de différence. Donc le rituximab, en tout cas dans cet essai, ne semble pas fonctionner. Et bon, ça, il faut dire que c'est un petit peu en divergence de l'expérience clinique des médecins qui utilisent le rituximab dans les lupus réfractaires, effectivement. Mais voilà, ces résultats qui existent, qui sont là. Alors, comment on peut expliquer ces résultats un petit peu décevants alors que le lupus est vraiment une maladie médiée par les lymphocytes B? Tout d'abord, le rituximab, on le sait aujourd'hui, tandis qu'il est très efficace pour dépléter les B circulants. Donc, quand on fait un phénotypage B, un patient traité par rituximab va avoir une disparition des lymphocytes B, quoique ce n'est pas aussi vrai, dans le lupus en tout cas, je vais y revenir. Mais en fait, dans les tissus, et ici, je montre une étude faite en hématologie où ils ont regardé des patients traités par rituximab. Donc, ils voient donc c'est les bras je ne sais pas si on voit ma souris, mais les bras en gris dans le peripheral blood, donc dans le sang, il n'y a plus de lymphocytes B après le traitement, très bien. Mais dans les tissus, notamment dans les ganglions lymphatiques, ben, on retrouve toujours des lymphocytes B de manière quasiment inchangée par des patients qui n'ont pas reçu de rituximab. Donc en fait, la déplétion B induite par le rituximab est très incomplète dans les tissus et ça pourrait être probablement un mécanisme qui explique l'échec du rituximab chez un certain nombre de patients pour lesquels le lymphocyte B joue un rôle physiopathologique majeur. L'autre élément qui est particulièrement important dans le lupus systémique, c'est que dans le lupus systémique, les lymphocytes B pathogènes qui sont principalement responsables de la production d'auto-anticorps, c'est les plasmablastes. Donc, c'est des lymphocytes B un petit peu plus évolués dans leur différenciation qui ont perdu l'expression du CD20. Et effectivement, c'est encore quelque chose qu'on a encore expérimenté très récemment dans le service. On avait une patiente avec un lupus et un PTT anti-ADAMS13. On l'a traitée par rituximab et elle gardait des lymphocytes B circulants après 2 cures d'1 gramme de rituximab, quelque chose qu'on ne voit absolument jamais dans certaines autres maladies, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, où la déplétion est vraiment complète. Donc, probablement que la perte, du fait que le lymphocyte B pathogène n'exprime pas le CD20 est un élément qui explique aussi l'absence ou la moindre efficacité du rituximab, en tout cas dans le lupus systémique. Alors, des thérapies cellulaires pourraient être plus intéressantes que les anticorps monoclonaux. On va y passer un petit peu de temps. Et on voit que quand on regarde l'histoire, l'utilisation des thérapies cellulaires remonte à la fin des années 50. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Mais comme on le verra souvent ce soir, souvent c'est via l'oncologie que la nouveauté est arrivée. Et avec notamment, on va parler un certain temps ce soir des CAR-T-cells. On va les définir un petit peu plus tard, mais vous pouvez voir que la première génération de ces cellules qui entrent seulement dans la prise en charge, en tout cas dans la recherche des maladies auto-immunes, c'est en 93. Donc, il y a toujours une latence majeure. Ici, on est à 30 ans
entre la découverte d'une thérapeutique et l'arrivée à la clinique. Et il y a un vrai enjeu d'accélération pour les patients qui ont besoin de ces thérapies. Donc, premier CAR-T développé, anti-CD19 développé en oncohématome en 2003 et approuvé en 2017 aux États-Unis pour la première fois dans les lymphomes et les leucémies B résistantes. Donc, comme je l'ai dit, l'innovation est venue de l'oncohématologie avec ces CAR-T-cells développés pour traiter les lymphomes résistants. Je vais montrer quelques données après, mais j'aimerais commencer par tout d'abord, qu'est-ce qu'une cellule CAR-T, qu'est-ce qu'une CAR-T-cell? Alors, désolé pour ceux qui c'est très très clair, mais je vais refaire un point sur ce que c'est. Donc, on va prendre un lymphocyte T, souvent autologue du patient, donc on va faire une plasmaphérèse une aphérèse des cellules des patients. On va trier les lymphocytes, on va transduire ces lymphocytes avec un virus pour faire exprimer par ce lymphocyte un récepteur chimérique qu'on aura décidé, qu'on aura conçu nous-mêmes. Et actuellement, les construits les plus fréquemment utilisés, ça utilise un fragment variable d'immunoglobuline, donc qui est le fragment qui donne la spécificité d'une immunoglobuline à un antigène donné. On va parler beaucoup des CAR-T anti-CD19 ce soir. Donc, c'est la fragment variable qui va reconnaître le CD19. Et ce fragment FC va être relié à une queue intracellulaire qui va permettre une transduction du signal lorsque le FC va reconnaître le fragment variable va reconnaître l'antigène cible. Donc, il va y avoir une transduction intracellulaire du signal avec d'une part l'ITAM du CD3 zeta, mais également des domaines de co-stimulation qui vont assurer une forte activation du lymphocyte sans nécessiter de co-stimulation, de stimulation cytokinique. Comme vous le savez, dans la réponse lymphocytaire T habituelle, il faut le premier signal de l'antigène, une co-stimulation de la cellule présentatrice d'antigène et un domaine cytokinique favorable. Ici, avec ce construit, dès lors que la cellule va rencontrer l'antigène, on va avoir une stimulation totale, on va dire, du lymphocyte qui va permettre de son activation et la destruction de la cellule cible qui exprime l'antigène de. Donc, cette destruction de la cellule cible, elle se fait via plusieurs mécanismes. Ici, on montrait la production et le relargage de granzymes, de perforines et de granzymes qui vont créer un canal intracellulaire, un pore au milieu de la membrane cellulaire de la cellule cible qui va être détruite. Mais il y a aussi d'autres voies de destruction, notamment par la production de cytokines, l'interféron gamma qui peut produire l'apoptose, avec des récepteurs de mort cellulaire, le FAS, le TNF, etc. Donc, il y a plusieurs générations de CAR-T-cells qui ont été développées. Bon, la première génération, avec que le CD3 zeta et pas les domaines de co-stimulation intracellulaire, et donc on voyait une énergie très rapide de ces CAR-T. Donc, on est rapidement passé aux deuxième, troisième génération qui, comme j'ai dit juste avant, vont provoquer une activation complète et sans énergie rapide du lymphocyte et donc permettre une destruction des cellules cibles. Et il y a des nouvelles CAR-T de d'autres générations, on en reparlera un petit peu plus tard, qui sont développées surtout pour les cancers solides, pour lesquels les CAR-T-cells patinent un peu parce que ce n'est pas aussi simple que les hémopathies, avec par exemple la co-expression, la coproduction de cytokines pro-inflammatoires ou de gènes de co-stimulation. Donc, comment ça se passe en pratique, le CAR-T-cell? Comme je l'ai dit, on va faire une leucoaphérèse à peu près 2 semaines avant le traitement du patient. On va trier les lymphocytes totaux du patient, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, les transduire avec un antivirus qui va insérer une séquence d'ADN rétrotranscrit dans le génome. Donc, il y a une insertion dans le génome, ça pourra avoir son importance après, on en reparlera, de notre récepteur chimérique que l'on a designé nous-mêmes. Donc, ici, l'exemple d'un récepteur chimérique anti-CD19. On va expandre ces lymphocytes T in vitro pendant à peu près 2 semaines. Alors, on tend à raccourcir ces délais avec des nouveaux designs de CAR-T. On va ensuite les trier pour avoir vraiment des CAR-T, enfin, des cellules qui expriment le CAR vraiment très pur et les réinjecter aux patients.
Alors, comment on les réinjecte? C'est pas non plus aussi simple que ça. Donc, tout d'abord, ça se fait en soins continus pour qu'il y ait une surveillance du patient, parce qu'on va y revenir. Il y a des événements de tolérance qui nécessitent une surveillance au moins initiale. Et ça vient de ce qui est connu des autogreffes, pardon, des allogreffes, pas des autogreffes, des allogreffes. Avant de faire cette greffe de cellules, cette autogreffe de cellules, on fait une lymphodéplétion des cellules du patient pour, entre guillemets, faire de la place au carticelle pour qu'il puisse aller dans les niches, s'expandre et avoir leur effet. Donc, on perfuse ces cartis à J0 et on voit très, très rapidement une expansion de ces carticelles et une destruction des cellules cibles qui expriment l'antigène reconnu par ces cartis. Alors, rapidement, des données d'efficacité ici dans la leucémie B lymphoblastique pédiatrique. Alors, un des premiers essais publiés dans New England. C'était tellement impressionnant dans les résultats qu'ils ont fait un essai ouvert et sans placebo, sans groupe placebo. Donc, et c'est un petit peu pour nous, plus difficile pour nous qui ne sommes pas pédiatres, hématopédiatres, 60% de survie à long terme à 48 semaines, 48 mois, pardon, en tout cas 4 ans de traitement. C'est quelque chose de totalement révolutionnaire dans ces études. Et j'ai retrouvé des courbes de survie historiques chez des patients juste traités par chimiothérapie. On est à 20% à 2 ans, hein, pas à 48 mois. Donc, une amélioration de la survie à 18 mois de 50%, donc une vraie révolution dans le domaine de l'oncohématologie. Donc, aujourd'hui, tout un tas de CAR-T qui ont été designés, qui ont eu des études dans les hémopathies. Donc, ici sont notés principalement ceux qui ciblent le lymphocyte B avec des targets anti-CD19. Alors, on pourra en parler plus tard. Je n'ai pas mis de diapo à ce sujet, mais il y a aussi des CAR-T designés pour plutôt cibler le plasmocyte avec l'antigène BCMA. Et j'ai mis cette étude pour montrer que voilà, déjà, il y avait plusieurs CAR-T différents qui avaient été produits par différentes entreprises pharmaceutiques, mais aussi pour parler de la tolérance avec 2 effets indésirables qui vraiment ont été deux effets indésirables aigus qui ont pu poser problème au début de l'utilisation des CAR-T, c'est le syndrome de relargage cytokinique et une neurotoxicité dont on va parler, et donc qui était retrouvé quand même chez 40% des patients pour la neurotoxicité et presque entre 50 et 91-93% pour le syndrome de relargage cytokinique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces effets indésirables? Alors, le CRS, c'est assez facile, entre guillemets, et on va avoir une activation de nos CAR-T très intense, une expansion et une activation très intense de nos CAR-T qui vont s'activer, relarguer des cytokines, et on va aussi avoir un relargage de cytokines indirect via la destruction des cellules tumorales ou des cellules qui expriment l'antigène retrouvé avec une activation du système immunitaire et donc un relargage massif de cytokines qui va se manifester cliniquement par en fait un syndrome de réponse immunitaire systémique comme un sepsis mais sans infection avec des grades qui peuvent aller crescendo à juste de la fièvre, grade 1, jusqu'à des hypotensions qui peuvent être réfractaires, voire un syndrome de défaillance multiviscérale. L'autre effet indésirable dont la physiopathologie est un petit peu moins claire, qui met en jeu les cytokines, mais aussi probablement une activation de la microglie intracérébrale, une rupture de la barrière hémato-encéphalique et de l'œdème intracérébral, ce qu'on appelle l'ICANS, donc Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome. Donc, c'est un œdème cérébral post-CAR-T avec des tableaux d'épilepsie, de microangiopathie thrombotique qui, heureusement, dans la majorité des cas, ne vont pas jusqu'à là, mais qui existent. Une bonne nouvelle pour nous qui ne faisons pas d'oncohématologie, c'est qu'il semble, en tout cas pour le syndrome de relargage cytokinique, que le risque de ces effets indésirables est vraiment proportionnel à la masse antigénique, c'est-à-dire que c'est très important quand il y a un lymphome avec énormément de cellules tumorales et quand c'est des lymphocytes B
autoréactif, ok, mais en quantité normale, ça semble être beaucoup plus faible ce risque et on en reparlera. Une manière intéressante, c'est des complications qu'on sait traiter actuellement avec l'expérience en oncohématologie et qu'on traite par tocilizumab, donc un anticorps antirécepteur de l'interleukine 6 qu'on utilise couramment dans les maladies inflammatoires, rhumatismales. Donc, pour en venir au vif du sujet, les CAR-T ont révolutionné la prise en charge en oncohématologie, surtout en hémato, même si ça commence à arriver en oncologie solide, dans les cancers solides, quid des maladies auto-immunes. Et les premiers résultats, on les doit à une équipe d'Erlangen en Allemagne, Georges Schett, qui ont pour la première fois traité une patiente multiréfractaire, qui avait un lupus systémique multiréfractaire, qui avait eu de l'endoxan, du rituximab, des corticoïdes, des IGIV, qui étaient réfractaires, qui avaient notamment une atteinte rénale, des pleurésies, on n'arrivait pas à s'en sortir, et donc ils ont traité par un CAR-T-cell académique qu'ils avaient fait chez eux avec Miltenyi, et avec un résultat absolument inespéré pour une patiente aussi sévère, c'est-à-dire que la patiente, dès 3 mois, n'avait plus de symptômes. Ils ont pu arrêter tous les immunosuppresseurs, les corticoïdes, mais aussi les autres immunosuppresseurs, avec une disparition de tous les symptômes, de la protéinurie, de l'attente rénale, une disparition des auto-anticorps, une normalisation du complément, et ce, de manière extrêmement prolongée. Donc là, sur cette slide, ça date de l'ACR 2022, mais aujourd'hui, ils ont encore parlé de cette patiente au dernier ACR, elle va toujours bien, donc on est à plus de 3 ans, elle est toujours asymptomatique. Donc, est-ce qu'on peut parler de guérison? On a tendance à vouloir y penser que cette patiente est guérie, même si on n'a que 3 ans de recul. Il y a un point important, c'est que ces patients, ils vont négativer leurs auto-anticorps, donc disparition des anti-ADN. Donc ça, c'est dans la publication de leurs 5 premiers patients atteints de lupus. Donc ils négativent leurs auto-anticorps, donc les SM, même les SSA, les anti-ADN. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que ces patients ne rechutent pas malgré une repopulation B. C'est-à-dire que 6 mois, un peu comme avec le rituximab, 6 mois après le traitement, on voit réapparaître dans le sang des lymphocytes B. Et de manière étonnante, il n'y a pas de rechute de la maladie. Ces lymphocytes B ne sont pas pathogènes, ne reproduisent pas des auto-anticorps. Et c'est quelque chose d'assez intéressant et je pense qui était assez inattendu de Georges Schett, c'est qu'en étudiant ces lymphocytes B qui font une repopulation du sang 6 mois après le traitement par CAR-T, et ben on voit que c'est principalement des lymphocytes B qui expriment une IgM, donc c'est des lymphocytes B naïfs. Et donc on a détruit, il semble qu'on ait détruit les lymphocytes B autoréactifs euh, qui produisent les autoréactifs, qui produisent les auto-anticorps, et qu'on les a remplacés par des nouveaux lymphocytes B tout neufs, naïfs, et donc ce qui peut expliquer l'absence de rechute de la maladie auto-immune après, malgré une repopulation par des lymphocytes B. Et cette repopulation, c'est absolument fondamental parce que ça va permettre de revacciner le patient, on va reparler de vaccins après, mais aussi d'éviter qu'il soit immunodéprimé toute sa vie. Les lymphocytes B, on le sait, sont quand même absolument importants pour l'immunité. Quelques données sur le syndrome des antisynthétases. J'ai juste mis une slide qui est la deuxième maladie pour laquelle on a eu des données. Actuellement, 3 patients, dernière nouvelle de la littérature et de la CR, ont été traités, donc des myosites inflammatoires caractérisés par la production d'anticorps antisynthétase. Donc ici, c'était 3 patients avec des anti-JO1 qui sont caractérisés, comme vous le savez, par une myosite, mais aussi une atteinte pulmonaire interstitielle qui peut faire tout le pronostic de cette maladie qui est extrêmement sévère. Et encore une fois, ici, 3 patients atteints de syndrome des antisynthétases, sévères et réfractaires aux immunosuppresseurs classiques, qui ont été traités par CAR-T. Donc, vous voyez ici sur le slide de gauche à J0, et comme vous le voyez, avec une diminution rapide des CPK, mais également de l'inflammation pulmonaire. Sur le slide du milieu, vous voyez un PET pulmonaire qui montre une diminution nette dès 3 mois de la fixation au niveau pulmonaire, et également via une IRM de la myosite évaluée en IRM musculaire au niveau des quadriceps.
Donc un effet qui semble tout à fait intéressant dans le syndrome des anti-GO1. De manière similaire au lupus, chez les patients, ils avaient une négativation de leurs anticorps, des anti-GO1, et tout à fait intéressant. Autant que le recul qu'on ait aujourd'hui, pas de rechute de ces patients et donc une baisse et un arrêt de l'immunosuppression qui est quand même un objectif inespéré pour nous qui prenons en charge ces patients atteints de maladies sévères. Une autre maladie qui est vraiment importante parce que c'est une maladie extrêmement sévère pour laquelle l'arsenal thérapeutique est très frustrant pour les patients qui prennent en charge ces patients, c'est la sclérodermie systémique, pour lequel on est souvent un petit peu démuni sur ces patients très sévères où nos traitements ne sont pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et effectivement, pour 4 patients atteints de sclérodermie systémique cutanée diffuse, donc avec soit des SL70, soit des anti-ARN Pol3, réfractaires. 4 patients ont été traités par Carticel. Et là, je pense que c'est un résultat assez intéressant. C'est que l'effet est probablement pas aussi intéressant, pas aussi majeur, même s'il y a un effet, que pour le lupus systémique. C'est qu'on voit une diminution du rhodement, donc de la fibrose cutanée dès 3 mois et 6 mois de traitement pour ces patients. Une diminution de l'atteinte cardiaque évaluée en PET cardiaque, comme vous pouvez le voir à droite, une diminution des atteintes articulaires en bas à droite, mais toutefois pas une disparition totale de la fibrose et pas une régression totale de l'atteinte pulmonaire, comme vous pouvez le voir en bas à gauche avec les résultats de FR. On voit qu'on a plutôt une stabilisation de la diminution de la capacité vitale forcée, potentiellement une amélioration un peu du DLCO, mais pas un résultat non plus absolument majeur. Et c'est probablement en rapport du fait que même si dans la sclérodermie, on va bloquer complètement la part auto-immune, la part inflammatoire, la part fibrose existe toujours et probablement va mettre du temps à régresser. Et, à mon avis, ça explique ce retard d'efficacité par rapport à ce qu'on voit dans les syndromes des antisynthétases et le lupus systémique. Et potentiellement, on en reparlera un petit peu plus tard, d'autres stratégies qui pourraient être utilisées chez des patients à visée antifibrose. Un mot sur la tolérance dans les maladies auto-immunes systémiques. Donc, c'est une slide de récapitulatif de tous les patients traités en Allemagne. Pardon, il n'y a pas le nom, donc de mémoire, il y a 8 lupus, 3 syndromes des antisynthétases, 4 sclérodermies, donc ça fait une petite quinzaine de patients. 2 tiers qui ont développé un syndrome de relargage cytokinique, mais 95% de grade 1, donc juste de la fièvre isolée. Donc, plutôt très, très rassurant, et des ICANS, seulement un patient sur les 15, donc aussi très rassurant, et c'est un grade 1, c'est-à-dire décéphalé. Donc une tolérance en aigu, en tout cas, qui semble vraiment très rassurante pour nos malades, et beaucoup mieux que dans les hémopathies malignes. Et également, sur l'immunosuppression, ça semble assez rassurant, parce que l'hypogammaglobulinémie, vous voyez que 2 patients, hein, 13%, des cancers, bon, avec le recul qui est modéré, 0%, et une guérison, entre guillemets, de ces patients potentiels de 15 mois sans rechute pour le moment, aux dernières données à ma connaissance. Et j'ai rajouté des données qui, je pense, intéressantes, parce qu'on va parler de vaccination ce soir, qui est, je pense, très importante, c'est que OK, on va éliminer les lymphocytes B tissulaires et circulants, mais on ne va pas toucher aux plasmocytes de longue durée de vie, donc ceux qui sont responsables de production d'anticorps de nos vaccins ou d'immunité préalablement acquise, parce que ces plasmocytes de longue durée de vie n'expriment pas le CD19, qui est ciblé par ces CAR-T anti-CD19. Et donc, on n'a pas de diminution, une diminution modérée des anticorps vaccinaux, donc le ROR, le tétanos, le pneumocoque, et surtout, si on revaccine ces patients après la repopulation de lymphocytes B, on a une réponse. C'est les petits triangles que vous voyez là. Si on fait un rappel du tétanos, ça remonte. Si on rappelle du pneumocoque, ça remonte. Donc, des données assez rassurantes. Alors, rapidement, je vais parler d'autres stratégies d'utilisation des CAR-T-cells. J'ai passé beaucoup de temps sur les CAR-T-cells anti-CD19 parce que c'est celles pour lesquelles on a des données dans les maladies auto-immunes. Mais il y a tout un tas d'autres stratégies qui sont en cours de développement, surtout en préclinique, avec des résultats intéressants. Une que je pense intéressante, on va parler de la sclérodermie avec cette part de fibrose qu'on ne traite pas en traitant la maladie
l'auto-immunité elle-même. Et il y a une stratégie qui viserait à cibler le FAP, hein, qui est une molécule exprimée par les fibroblastes activés, donc qui vont créer de la fibrose tissulaire avec une destruction de ces fibroblastes activés. Et il y a un modèle, alors pas du tout en auto-immunité, mais dans un modèle de cardiopathie hypertensive avec la fibrose cardiaque qui montre que ces CAR-T anti-FAP diminuaient la fibrose cardiaque dans ce modèle murin de fibrose myocardique. Et donc, une preuve de concept qu'on peut lutter sur la fibrose via des CAR-T-cells. Donc, c'est, je pense, une preuve de concept tout à fait intéressante à voir si celle-ci sera utilisée dans les maladies auto-immunes fibrosantes. Pas à ma connaissance, en tout cas aujourd'hui. Une autre stratégie encore plus élégante que les CAR-T-cells anti-CD19, c'est OK, tuer tous les lymphocytes B, CD19, c'est bien, mais tuer spécifiquement les lymphocytes B autoréactifs, c'est mieux, on est plus spécifique et on aura moins d'hypogamma, moins d'effets indésirables. Et donc, c'est une stratégie qui a été développée encore une fois, actuellement que dans des modèles précliniques. Ici, je montre une publication de 2016 dans le New England où ils ont ciblé, ils ont fait un construit donc avec un récepteur à la surface du T-cell qui exprime l'auto-antigène spécifique de la maladie. Donc ici, c'était dans le pemphigus, c'était la desmogleine 3. Donc la cellule T exprime la desmogleine 3 avec ce récepteur avec la queue intracellulaire. Et quand la cellule autoréactive ou le lymphocyte B autoréactive va se fixer à l'auto-antigène qui est à la surface de la CAR, ben ça va activer la CAR qui va détruire spécifiquement ce lymphocyte B autoréactif. Et les résultats dans ce modèle préclinique montraient que on a une disparition des auto-anticorps anti-desmogléine et une amélioration clinique. Vous voyez ici, il n'y a plus de décollement de la peau chez la souris, tandis que le CAR contrôle, il y a des bulles, voilà, il y a du pemphigus. Donc, extrêmement intéressant avec une meilleure spécificité, potentiellement moins de toxicité, mais ça nécessite quand même une grosse limite. Ça nécessite d'avoir un antigène bien défini dans la maladie et qu'il n'y en ait qu'un seul. Et on sait que ce n'est pas le cas de la majorité des maladies auto-immunes. Dans le lupus, dans la polyarthrite rhumatoïde, dans le Sjögren, il y a plein d'auto-antigènes qui sont reconnus par les cellules autoréactives et en cibler qu'une seule, probablement, sans fin, ne sera pas assez efficace. Donc, un intérêt, je pense, dans les maladies vraiment spécifiques d'un antigène, spécifique d'un organe, dans les maladies systémiques à voir. Une autre stratégie intéressante, donc on connaît les lymphocytes T cytotoxiques qui vont détruire leur cible, mais aussi les lymphocytes T régulateurs, avec les lymphocytes T régulateurs dont on sait qu'ils sont dysfonctionnels dans les maladies auto-immunes. Et l'idée ici, c'est de faire un CAR T régulateur, donc qui sera activé par l'antigène et qui va faire de l'immunosuppression locale en réponse à cet auto-antigène pour faire de l'immunosuppression locale et diminuer la réponse immunitaire par le biais des mécanismes d'action des lymphocytes T régulateurs qui sont cytokiniques et non cytokiniques. Donc ça, c'est intéressant et c'est une stratégie qui est en cours de développement dans les maladies auto-immunes précliniques et probablement cliniques, mais ça a une grosse limite, c'est toujours la spécificité d'un antigène et donc probablement d'un tissu. Donc ça va bloquer l'inflammation dans le tissu X qui exprime cet antigène, mais pas dans le tissu Z où il y a aussi de l'inflammation. Donc encore une fois, dans les maladies systémiques, probablement que cette stratégie ne sera pas assez efficace. Après, les données nous répondront à l'avenir. Et il y a une autre stratégie que je voulais partager avec vous, que je trouve extrêmement intéressante, encore une fois développée chez la souris, donc c'est des modèles précliniques. L'idée ici, c'est d'utiliser un T-régulateur avec un CAR modifié qui ne va pas reconnaître un antigène spécifique, mais qui va reconnaître l'inflammation. Donc, on va insérer sur ce CAR le récepteur du TNF, le récepteur 2 du TNF qui va reconnaître le TNF membranaire, donc exprimé par les cellules inflammatoires localement, ou la lymphotoxine bêta, ou le TNF-like 1. Enfin, voilà, il y a plusieurs constructs qui ont été réalisés. Et donc, ce lymphocyte CAR, Treg-CAR, va aller dans tous les tissus et être activé dans tous les tissus, dans tous les endroits où il y a de l'inflammation, où il y a ce TNF membranaire. Donc, ça ne sera pas spécifique d'un tissu, ça sera spécifique de l'inflammation. Donc, je pense que cette approche est assez intéressante à voir si elle progresse de la préclinique à la clinique dans l'avenir. Et la dernière chose pour les CAR T-cells que je voulais partager avec vous,
on a parlé, les carticelles, c'est de l'autogreffe. C'est-à-dire, on va prendre la carte d'un patient, on va le lui regreffer, ça prend du temps, c'est un petit peu compliqué, ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que si on prend des lymphocytes T d'un autre patient, et ben, de par l'histoire de compatibilité HLA, ben, ce lymphocyte T va attaquer le patient et va faire de la GVH. Une possibilité pour s'affranchir de cela, c'est d'utiliser des CAR NK, donc des cellules NK qui ne reconnaissent pas, qui sont indépendants du HLA, du système HLA, et donc qui ne peuvent reconnaître le HLA, donc qui ne peuvent pas faire de GVH. Et donc, en utilisant ces CAR NK qui auraient pardon, les mêmes constructs que les CAR T-cells classiques, mais c'est des lymphocytes NK, et ben, on pourrait faire de l'allogreffe, et donc prendre des lymphocytes T d'un TNK, des lymphocytes TNK, pardon, d'un donneur sain et les injecter à votre malade. Ne pas avoir besoin d'attendre 3 semaines, d'anticiper un petit peu plus. Et donc ça, c'est un vrai intérêt et c'est vraiment en cours de développement. Probablement aussi pour ces NK, une moindre production de cytokines et plus faible risque de CRS dicans. Et pas de survie à long terme de ces NK, pas de mémoire des NK, très peu en tout cas, donc potentiellement une meilleure sécurité au long cours. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est en cours de développement dans le domaine de l'oncologie, de l'oncohémato et de l'oncologie des cancers solides, et probablement que ça sera développé aussi dans les lymphocytes, dans les maladies auto-immunes, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc ces NK, je l'ai dit, ils peuvent venir d'un donneur sain, mais également de lignées cellulaires de NK, donc c'est encore plus simple, ou de cellules ombilicales du cordon ombilical ou de cellules pluripotentes impliquées. Pour en finir avec les CAR-T, j'aimerais parler des limites des CAR-T parce que effectivement, on voit ces données, ça fait rêver les cliniciens que nous sommes, mais c'est aussi associé à des grandes difficultés pour mettre en œuvre ces thérapies. Déjà, sur un plan très pratique, entre le patient qui ne va pas bien et le traitement du patient, il faut faire la phérèse, expandre les cellules, que les CAR-T elles partent parce que ce n'est pas fait chez vous, qu'elles reviennent, etc. Et donc, ça prend du temps et parfois, les patients, le temps, les patients ne l'ont pas. Donc, c'est déjà une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on ne produit pas des CAR-T sur un coin de paillasse d'un labo académique et il faut un labo de production spécialisé et accrédité pour le faire. Et donc, souvent, il y a un centre, voire en Europe, comme pour les ces CAR-T, donc les cellules du patient partent, reviennent. C'est toute une logistique qui est majeure. Il faut faire une chimiothérapie de conditionnement avant, donc, qui n'est pas anodine, qui peut avoir des réactions allergiques, des risques infectieux. Et surtout, le prix, on est de l'ordre actuellement d'un demi-million d'euros par patient. Alors, on peut discuter probablement si on guérit ces patients ultra sévères sur le plan médico-économique, on va retomber sur nos pieds, mais toutefois, ça reste des prix énormes pour nos patients. Et la dernière chose pour enfoncer le clou, et c'est quelque chose d'extrêmement récent, de fin novembre, vous en avez peut-être entendu parler, de ce warning de la FDA. On en a plein des warnings de la FDA avec les JAK inhibiteurs et maintenant avec les CAR T-cells, de lymphome T, CAR positif, donc chez des patients qui ont reçu des CAR T. Alors c'était en oncohémato parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de patients, mais chez des patients qui ont reçu ces CAR T, ils ont développé un lymphome, mais c'est aussi un lymphome T chez des cellules transduites par le CAR. Et donc, c'est des lymphomes T. Les lymphomes T, vous le savez, sont de très mauvais pronostics. Et donc, redonner un cancer aux patients qui ont guéri du cancer, c'est un problème. D'une maladie auto-immune, on n'en parle pas. Et donc, probablement que ça, même si c'est un événement rare, il y a 20 cas rapportés sur un grand nombre de patients traités, ça a mis un petit coup de frein à l'enthousiasme des cliniciens dans les maladies auto-immunes. Alors, justement, est-ce qu'il y en a des alternatives au CAR T-cell? Et dans ces nouvelles immunothérapies innovantes, il y en a un que j'aimerais développer, c'est un autre que j'aimerais développer, c'est les lymphocytes, pardon, les anticorps bispécifiques. Donc, vous savez, hein, vous connaissez la structure d'une immunoglobuline G qui a un fragment FC et deux fragments variables sont en général les mêmes et qui reconnaissent un antigène. Là, l'idée, par des recombinaisons qui sont post-traductionnelles, c'est de coupler deux fragments d'immunoglobuline différentes pour faire une seule immunoglobuline qui va reconnaître deux antigènes différents. Donc ici, j'ai mis un exemple qui est déjà arrivé en clinique, le bimekizumab, qui reconnaît l'IL-17A et F, et donc qui est actuellement approuvé dans le psoriasis et qui va arriver très très bientôt dans la spondylarthrite axiale. Et il y a tout un tas d'autres anticorps bispécifiques qui sont en cours de
d'essais dans les maladies auto-immunes, donc qui peuvent bloquer des voies cytokiniques différentes, donc le TNF, l'IL-17 en même temps, le BAFF, l'icosligand en même temps. Et justement, on parlait de cette revue avant, on a récemment fait une revue donc, sur le lupus systémique des médicaments en cours d'essai dans le lupus systémique. Et parmi ceux qui ciblent les B, les plasma cells, on retrouve 4 anticorps bispécifiques, donc avec des mécanismes d'action distincts. Il y en a qui sont que inhibiteurs, il y en a qui sont déplétants, on va en parler tout de suite. Donc, que ces anticorps bispécifiques sont vraiment dans les pipelines pour arriver en clinique et je pense portent de belles promesses. J'ai bientôt terminé et la dernière partie que je voulais parler, c'est sur c'est des anticorps bispécifiques très spécifiques, qu'on appelle parfois bifonctionnels. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un anticorps bispécifique comme à gauche qui va reconnaître en même temps le CD3, donc un lymphocyte T, et en même temps une cible antigénique, par exemple le CD19, donc le lymphocyte B, et par le cross-linking de ces deux cellules à proximité, induire une mort du lymphocyte B qui exprime le CD19, donc une cytotoxicité qui peut être donc directe comme un anticorps déplétant classique, mais aussi médié par le lymphocyte T avec potentiellement un effet qui se rapproche des CAR T-cells. Et il y a d'autres constructions qui ont été développées sans avoir la fragment FC d'une immunoglobuline. Donc, c'est en bas, enfin, sur la droite. Donc, c'est le bispécifique T-cell engager. On a directement les deux fragments variables qui mettent en contact le lymphocyte T et ici le CD19 et qui vont induire la destruction de la cible par une toxicité via le lymphocyte T, une cytotoxicité via le lymphocyte T. Des mécanismes d'action qui ne sont pas complètement compris hein, il y a plusieurs, hein, donc direct et indirect, il y a l'infocité, mais qui semblent in vitro, in vivo et chez les patients tout à fait intéressants. Et je montrerai juste cette donnée, encore une fois, du domaine de l'oncohématologie, hein, qui sont en avance sur nous, avec le glofitamab, qui est un anti-CD20, CD3, donc qui va cibler lymphocyte B qui exprime le CD20, avec ici, c'est des lymphocytes B diffus à grandes cellules réfractaires, dont d'ailleurs 33% est en échec des CAR T-cells, hein, donc on est réfractaire, ben, une réponse objective chez plus de la moitié des patients, une réponse complète chez 40%, donc ces lymphocytes bifonctionnels, bispécifiques, semble tout à fait intéressant pour induire une destruction de leurs cibles et probablement avec des données de tolérance plus rassurantes par rapport aux CAR T-cells parce qu'on a moins de syndrome de relargage, moins de toxicité neurologique. Toutefois, dans cette étude, c'était en plein Covid, quand même un certain nombre de décès. Donc l'hypothèse, et je terminerai là-dessus, c'est que les anticorps bifonctionnels pourraient avoir une efficacité tout à fait équivalente aux CAR T-cells dans les maladies auto-immunes, avoir une simplicité d'utilisation largement meilleure que les CAR T. Hein, vous imaginez pourquoi un anticorps on peut utiliser chez tous les patients VS des cellules qu'il faut produire, un coût moindre et la possibilité de retraiter les patients si besoin. Et on a actuellement un projet préclinique en cours à Strasbourg où justement on va comparer, alors bien sûr chez la souris pour débuter, mais je pense que ça va arriver rapidement chez les patients, les deux modalités, on va comparer les CAR-T et les bispécifiques dans plusieurs modèles de maladies auto-immunes et j'espère qu'on aura des résultats bientôt, potentiellement que les bispécifiques font aussi bien. Les take-home messages, c'est que voilà, les CAR-T, il y a de nouvelles thérapies dans les maladies auto-immunes systémiques. Les CAR T-cells sont vraiment prometteuses, mais avec toutes les limites des CAR T-cells, et donc on a besoin d'autres stratégies thérapeutiques et potentiellement les bispécifiques vont arriver dans les années prochaines dans notre pharmacopée. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un certain nombre d'essais CAR-T de boîtes pharmaceutiques dans les maladies auto-immunes qui ont commencé, y compris en France, on est un centre à Strasbourg, mais il y a d'autres centres, je crois, à Lille, à Paris, à Bordeaux, et il y a de très nombreuses questions en suspens. Est-ce qu'on va guérir ces malades? Est-ce que l'impact médico-économique il est positif? Et quelle tolérance
au long cours. Et je finirai par vous parler d'un groupe de travail pluridisciplinaire qui s'est mis en place en France avec des rhumatos, des hématos, des rhumatos, des scientifiques, justement sur ces nouvelles immunothérapies innovantes pour discuter de leur place dans les maladies auto-immunes et guider un peu la mise en place d'essais dans ces indications parce qu'on a besoin de les mettre au service de nos patients atteints de maladies auto-immunes. Donc, c'est voilà, avec des noms connus que vous connaissez, en collaboration avec la FA d'Isère. Et je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Moi, j'ai quelques petites remarques et quelques petites questions. Euh, et j'ai beaucoup aimé effectivement le fait que tu mettes un mot de prudence sur les carticelles, parce que on a malheureusement eu beaucoup d'expériences en médecine interne, en rhumatologie, en fait, avec parfois des emballements, on va dire, sur certaines molécules, notamment dans des phases ouvertes. Euh, voilà, on peut aller assez vite en termes de conclusion, d'efficacité et de tolérance. Parfois, quand même, douche froide quand même sur certains traitements. Donc, je pense que tu as très bien dit, même si les premiers résultats, notamment de l'équipe allemande, est absolument, je dirais, époustouflante, notamment sur les patients lupiques. Je pense qu'il faut rester un tout petit peu raisonnable et effectivement participer aux essais thérapeutiques, comme tu le dis, qui vont commencer hein, en France et qui vont, j'espère, montrer, confirmer que ça marche vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chose sur un peu la prudence avant de redevenir enthousiaste, c'est que tu as parlé notamment de la sclérodermie et des données là aussi allemandes qui sont quand même très encourageantes parce que c'est quand même assez rare qu'on voit une réponse comme ça chez les patients. À la fois quand on regarde à l'échelle individuelle chez ces patients-là, mais quand on regarde aussi sur des modèles murins, par exemple, déjà des petits signaux de warning, notamment, tu as dû le voir aussi, hein, des exacerbations de fibrose pulmonaire, par exemple, à la phase initiale, qui sont bien montrées dans les modèles murins et qui ont été rapportés chez deux patientes où ils ont d'abord commencé par voir les patients qui s'aggravent et même amenant à modifier le traitement de fond en plus des carticelles, avant d'observer effectivement une réponse. Et donc, je pense que tu as très bien dit, commence à découvrir un peu ces traitements-là, et je pense qu'il faut y aller avec la façon dont tu le dis très bien, c'est-à-dire mesure, enthousiasme, mais mesure, quoi. Donc, avant de poser ma question, je voudrais que peut-être tu réagisses sur ces points-là. Oui, tout à fait d'accord. On l'a vu avec les JAK inhibiteurs, ils sont arrivés, tous les patients en avaient, et puis au final, d'une part, l'efficacité n'est pas non plus majeure. Parfois, on était assez frustrés, et aussi les données de safety des JAK inhibiteurs. Donc, clairement, il faut de la mesure, participer aux essais. Je pense que c'est fondamental. Et d'autre part, effectivement, dans la sclérodermie systémique, l'étude, voilà, elle a bien montré de Jérôme Avoy, qui avait publié dans Arthritis, voilà, des exacerbations de fibrose. Faire attention, participer aux essais. Il y avait des données similaires, hein. Alors, ils ne l'ont pas montré à l'ACR, mais dans la publication initiale du syndrome des antisynthétases, ils l'avaient montré. C'est qu'au début du syndrome du traitement, quand il y a vraiment l'expansion des CAR-T, eh ben, il y avait une augmentation de la rapamyélyse. Donc, le patient est passé, je ne sais pas, de mémoire de 5000 de CPK à 25 000. Donc, ils ont eu un petit coup de frayeur avant que ça redescende. Et c'est probablement l'activation, la destruction des lymphocytes dans l'organe cible qui est pathologique, par exemple le poumon ou le muscle, qui peut aggraver initialement. Donc, effectivement, c'est pas anodin comme traitement. Puis le relâchage cytokinique, même si effectivement on est rassuré, comme tu l'as bien dit, dans les maladies auto-immunes versus les hémopathies, tu as quand même un relâchage d'IL-6 de TNF dont on se doute qu'il n'est pas forcément très bon dans ces maladies-là. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que, parce que tu as bien montré aussi le warning qu'on a sur l'aspect lymphome induit par les CAR-T, est-ce que il y a des données précliniques qui nous laisseraient craindre qu'on a une maladie auto-immune, on soit, euh, je pense notamment à certaines maladies auto-immunes qui elles-mêmes prédisposent à des lymphomes, je pense au Sjögren par exemple, Ouais. est-ce qu'on a des données là-dessus qui nous feraient être un tout petit peu prudent ou pas? Pas à ma connaissance. Moi, je pense que, au contraire, il y a potentiellement moins de risques chez les patients atteints de maladies auto-immunes parce que c'est pas les mêmes patients. Parce que ici, les patients
CAR-T traités en oncohématose, c'est des patients qui ont reçu avant des caisses et des caisses de chimiothérapie, donc qui laissent des traces, notamment dans l'ADN. Donc probablement que voilà, ils ont eu un certain nombre de hits supplémentaires sur l'ADN qui fait que voilà, l'insertion du CAR à un endroit qui va peut-être déléter un gène suppresseur de tumeur, bah, ça va être le hit de trop qui va faire des lymphomes. Moi, j'ai tendance à penser que peut-être il y a moins de risques, mais encore une fois, il faut être prudent et j'ai pas vu d'études à ce sujet, mais euh, je pense qu'il faut considérer que le risque est similaire chez les patients auto-immuns jusqu'à preuve du contraire et donc faire attention. Et je pense que peut-être que la solution, ça serait de un peu changer les constructions de CAR en ajoutant un gène suicide, c'est-à-dire un gène qui pourrait induire la destruction du lymphocyte quand on donne un médicament qu'on veut, le tamoxifen ou un autre, peu importe. Ça sera un élément de safety en plus. À mon avis, la FDA va le demander à l'avenir, hein, ces thérapies cellulaires. Justement, ces lymphomes T induits ont été traités comment après? Euh, je sais pas. Je sais pas. Ouais. J'ai aucune idée. Chimiothérapie, mais avec le pronostic mauvais pour Bah, donc, faudrait que je regarde en détail s'il y a une revue systématique qui donne le pronostic de ces patients. Mais effectivement, il y a quelques cas publiés, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur les 20, ils ne sont pas tous publiés, donc on n'a pas forcément les données. Effectivement, moi, je trouvais ça passionnant et je partage complètement l'enthousiasme des CAR-T, mais la prudence aussi, parce que j'ai vu passer j'ai expertisé des projets où on proposait les CAR-T, par exemple dans le psoriasis cutanée. Alors sur le plan concept, pourquoi pas, mais vu la tonne de biothérapie qui fonctionne bien dans le psoriasis cutanée, je pense qu'il faut quand même rester raisonnable. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tout à fait d'accord. On arrive à des PASI 100 maintenant avec des anticorps monoclonaux. Donc, Ouais. voilà. Et il y avait une question dans le chat. Donc, la question, alors, c'est aussi une thérapie innovante sur laquelle on travaille d'ailleurs, la place du daratumumab dans les maladies, notamment le lupus systémique. Donc, daratumumab, un petit CD38 qui cible les plasmocytes. Donc, j'en ai pas parlé. Donc, il y a aussi des CAR-T qui ciblent les plasmocytes et ici le daratumumab. Donc, effectivement, ça semble tout à fait intéressant. Il y a une Nature Medicine qui montre les résultats de, je crois que c'est 6 patients de collègues italiens qui montrent un effet tout à fait intéressant avec une diminution des auto-anticorps, un effet clinique encore chez des patients réfractaires tout à fait intéressant. Donc, je pense que c'est une autre thérapie innovante qui a sa place et on a commencé, nous, à l'utiliser à Strasbourg dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il y a des données dans le Sjögren de Paris notamment, du Kremlin-Bicêtre et nous, on a commencé dans la PR parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines PR difficiles à traiter. Quand on regarde dans la synoviale, bah, c'est bourré de plasmocytes et les plasmocytes ne sont pas ciblés par nos traitements actuels. Donc, je pense qu'il y a une vraie place pour ces traitements qui ciblent le plasmocyte également. Oui, et puis il y a une publication dans le New England dans le lupus Oui. qui a montré aussi là, des résultats aussi époustouflants. Donc, on a traité une patiente lupique multiréfractaire, vraiment multiréfractaire, que d'ailleurs Daphine connaît bien parce que c'est la patiente qui avait fait le DRESS, JAK inhibitor dans l'ADC thérapeutique. Donc multi réfractaire et qui a une réponse au daratumumab qui est absolument là aussi incroyable avec une patiente qui n'avait jamais négativé ses anti-AD natifs, qui était en activité clinique permanente et là qui est traitée en daratumumab selon le schéma qui était dans le New England, mais en prolongé. Parce que dans bah oui, parce que dans le New England, ils avaient fait, je ne sais plus, deux ou trois cures et en fait, nous, on le fait on continue parce qu'en fait, quand on a arrêté, elle est repartie. Donc, elle est en prolongé avec une réponse qu'on n'avait jamais obtenue chez elle. Et c'est vrai que ce qui est très impressionnant sur les CAR-T, mais aussi sur le daratumumab, c'est aussi cette négativation des auto-anticorps. Alors, dans le lupus, on peut le voir avec les anti-AD natifs, mais dans les autres pathologies, on voit la disparition des anti-GO1 ou des anti-SSA ou peut-être même des anti-topo1, etc. Enfin, ça, on n'avait jamais vu ça avant, quoi. Donc, c'est quand même très troublant. Même les anti-SM, même dans le lupus qu'on traite habituellement, les anti-SM ne bougent jamais, quoi. Et là, elles disparaissent, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc, on arrive dans Philus avec Luritux, nous, à négativer les anticorps antidesmogléine et d'ailleurs, on les monitore comme ça, mais c'est un cas particulier. Un cas spécifique des antidesmogléines. Et enfin, pour terminer, c'est vrai que tu l'as bien dit, mais c'est aussi ça, c'est que on pourrait dire que les thérapies cellulaires
voire même des bispécifiques, on peut dire, mais quelle est leur place? Parce qu'on a tellement maintenant tu vois, de biothérapie disponibles, notamment, tu prends le lupus, par exemple, entre l'anti-BAF, l'anti-interféron, mais en fait, tu as quand même beaucoup de patients qui sont, malgré ça, en résistance, quoi. Et donc, il y a clairement un besoin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça se développe, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup, Marc. C'était extrêmement intéressant, extrêmement clair.